Salam les tocs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et je vais vous parler un peu de la leishmaniose viscérale de l'enfant. Je vais vous donner une petite introduction concernant la leishmaniose, la définition de la leishmaniose viscérale. On va détailler un peu la parasitologie, l'épidémio, la clinique et la biologie, ainsi que le traitement et la prophylaxie. Donc, on commence premièrement par l'introduction. La leishmaniose est une maladie chronique à manifestation cutanée et ou viscérale. C'est une maladie parasitaire qui est due à des protozoaires du genre Leishmania. Et aussi, c'est une zoonose, c'est-à-dire, donc le terme de zoonose désigne une infection qui affecte les animaux vertébrés et qui est transmissible à l'homme. On a dit que la leishmaniose a des manifestations cutanées et ou viscérales. Et le sujet de cette vidéo est la leishmaniose viscérale de l'enfant. Donc, la définition. La leishmaniose viscérale ou le Kala-Azar ou la fièvre noire est une parasitose qui se localise dans le système réticulo-endothélial et qui est due à un protozoaire, c'est la Leishmania donovani. Deuxièmement, la parasitologie. Premièrement, le parasite. On a dit qu'elle est due à un protozoaire, la Leishmania donovani, et c'est un trypanosomide. Et cette Leishmania donovani, elle évolue selon deux formes. On a la forme amastygote et la forme promastygote. Premièrement, la forme amastygote, elle est immobile et se trouve dans le système réticulo-endothélial en intra- ou extracellulaire. Et la forme promastygote, elle est mobile et se trouve dans le tube digestif du vecteur et dans le milieu de culture. C'est quoi le vecteur? Donc le vecteur de la leishmaniose viscérale est un petit moucheron. C'est le phlébotome femelle. Donc c'est seulement le phlébotome femelle qui assure la transmission de cette maladie, qui est hématophage et pique le soir, surtout donc c'est seulement pendant la saison d'été, ce qui donne un caractère saisonnier à la maladie. Concernant le réservoir du parasite, ce sont surtout les canidés comme le chien et le chacal et aussi les rongeurs comme les gerbilles. Le cycle du parasite, lorsque le phlébotome pique un vertébré parasité. Les formes amastygotes arrivées dans le tube digestif du phlébotome vont se transformer en forme promastygote. Donc, la forme amastygote ou les formes amastygotes vont se transformer en forme promastygote dans le tube digestif du phlébotome. Ces formes promastygotes qui ont une taille triple à celle des formes amastygotes et qui ont un flagelle, ce qui leur confère le caractère d'être mobile, ils vont migrer vers la salive ou les glandes salivaires du phlébotome. Et d'abord ils vont se multiplier rapidement en 8 jours et ils vont migrer vers les glandes salivaires du phlébotome. Lors d'un nouveau repas sanguin, lorsque le phlébotome pique un organisme sain, il va injecter sa salive dans cette nouvelle hôte. Donc la salive est injectée dans l'hôte. Les formes promastygotes ou chaque promastygote, lorsqu'il arrive dans la circulation sanguine, il va s'accrocher aux macrophages par leur flagelle.
Et une fois à l'intérieur du macrophage, ces formes promastygotes vont se transformer rapidement en forme amastygote. Donc, la forme promastygote va se transformer en forme amastygote à l'intérieur du macrophage. Et ces formes amastygotes, ils vont se multiplier et arriver à un certain nombre, ils vont entraîner ils vont détruire, donc cette leishmania donovani va détruire la cellule hôte sous l'effet de la pression, ce qui va provoquer la contamination systémique et qui s'étend à tous les organes, en particulier le foie et la rate, et ainsi donc l'organisme sain qui était sain, et il est devenu parasité par le parasite. Donc c'est ça le cycle du parasite. Il faut noter il faut savoir que l'hôte définitif de la leishmaniose ou plutôt de la leishmania donovani, donc c'est l'hôte définitif du parasite, c'est les chiens et le chacal. L'homme n'est qu'un hôte accidentel et il est le plus souvent une impasse épidémiologique. Aussi, la contamination humaine peut se faire par d'autres voies, mais qui sont rares. On a la transmission directe par un contact, un contact avec les lésions d'un chien parasité. On a la transmission par transfusion sanguine et on a la transmission placentaire maternelle-fœtale. Mais on a dit que ces voies ils sont rares. Donc la principale voie de contamination reste la piqûre par le phlébotome femelle. Concernant l'épidémiologie, donc le Kala-Azar sévit à l'état endémique dans les pays ou les régions intertropicales et tempérées chaudes. Ici en Algérie, on a la wilaya de Tizi Ouzou, de Constantine, Jijel, Sétif, etc. Et la maladie est plus fréquente en zone rurale. Et le Kala-Azar touche surtout le jeune enfant de 1 an à 4 ans. Concernant la clinique, donc le début de la maladie est insidieux et progressif, marqué par une fièvre, altération de l'état général et des troubles digestifs. Lorsqu'on fait l'examen clinique à ce stade, on ne retrouve qu'un ballonnement abdominal et une splénomégalie. Et à la phase d'état, on a une triade caractéristique. Cette triade est, on a une fièvre, pâleur et hépatosplénomégalie. Donc, rappelez-vous de cette triade. Fièvre, pâleur et hépatosplénomégalie. La fièvre est très irrégulière et elle est qualifiée de fièvre folle. La pâleur est un signe d'anémie. La splénomégalie, donc la rate est très volumineuse et c'est l'une des plus grosses rates infantiles. Et l'hépatomégalie est souvent modérée. On peut retrouver également d'autres signes comme une altération de l'état général, la malnutrition, les adénopathies, l'ictère, le syndrome hémorragique, le syndrome œdémateux et des manifestations pulmonaires. Concernant la biologie, on fait l'FNS qui montre une pancytopénie, c'est-à-dire une anémie qui est normochrome normocytaire, une thrombopénie et une leuconeutropénie. La vitesse de sédimentation est souvent accélérée. On a une hypoalbulinémie et une hypergamma-globulinémie. Et on a une augmentation transitoire des IgG et importante des IgM. Concernant les examens de certitude, on fait la recherche du parasite à l'examen direct. Généralement à partir d'une ponction de la moelle.
C'est l'examen clé et le germe ou plutôt le parasite est identifié après la coloration au MGG. Et on peut faire également d'autres ponctions, la ponction splénique, hépatique et ganglionnaire. Et la culture du parasite se fait sur un milieu NNN à partir d'une ponction de la moelle. Elle demande 8 à 15 jours pour être positif et il faut attendre 1 à 2 mois pour confirmer la négativité. Elle est indiquée, donc la culture est indiquée si l'examen direct est négatif, alors que le diagnostic du Kala-Azar est fortement évoqué. Concernant le traitement, on a le traitement symptomatique et on a le traitement spécifique. Premièrement, le traitement symptomatique. On a la transfusion sanguine, on a la corticothérapie qui a 2 indications, un syndrome hémorragique et la dénutrition avec une altération de l'état général. Donc, c'est les deux indications de la corticothérapie. On fait la prise en charge de la malnutrition et les troubles hydroélectrolytiques. Et on a l'antibiothérapie s'il y a une infection. Donc, le traitement symptomatique, c'est la transfusion sanguine, la corticothérapie qui a 2 indications, la prise en charge de la malnutrition et les troubles hydroélectrolytiques et une antibiothérapie s'il y a une infection. Concernant le traitement spécifique, donc ce traitement il va appeler à utiliser le glucantime à la dose de 20 mg par kilogramme par jour en 2 injections intramusculaires profondes pendant 28 jours. Il faut savoir que ce traitement par la glucantime entraîne une sybio-intolérance et une sybio-intoxication. Donc, cette sybio-intolérance qui peut se manifester dès la première injection et qui impose l'arrêt du traitement, et la sybio-intoxication qui survient en fin du traitement avec des complications rénales, cardiaques, hépatiques, etc. Donc on a dit que s'il y a ces sybio-intolérances et tout, on fait un arrêt du traitement. Donc on va remplacer ce traitement par le glucantime par d'autres moyens thérapeutiques. On a l'amphétéricine B, l'allopurinol, le metronidazole et on a la splénectomie dont elle a 2 indications. Premièrement, les hypersplénismes graves et deuxièmement, la résistance au traitement spécifique. Donc, si on a ces deux indications, on fait la splénectomie. Concernant la prophylaxie, cette prophylaxie s'adresse aux réservoirs du parasite qui sont les canidés et les rongeurs, aux vecteurs du parasite qui est le phlébotome femelle hématophage et au sujet réceptif. Concernant le réservoir du parasite, par exemple les chiens, on fait l'abattage des chiens qui sont infectés. On a le vecteur, on utilise des insecticides et tout. Et pour la protection des sujets réceptifs, on conseille d'utiliser les phlébotomères à mailles serrées, les produits répulsifs et l'isolement des chiens dans un endroit protégé pendant la nuit ou durant la nuit pendant la saison chaude. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'ai essayé de faire un petit résumé sur ce cours pour vous donner une idée et pour que vous pouvez le mémoriser facilement. J'espère que هتفيدكم هاد la vidéo وتعجبكم. Je vous dis bon courage. N'oublie pas d'abonner ma chaîne YouTube et mon compte Instagram a.8.kayamed. Et ما تنساوش تخليولي vos avis في les commentaires.
Et je vous dis, je vous répète, bon courage et bonne chance. Et salam.